date d'origine de la sociologie, qui n'est pas celle du 19e siècle d'Auguste Comte, mais qui est celle le terme de sociologie a été proposé par l'abbé Sieyès en 1790, qui était la sociologie comme une manière de penser les artefacts sociaux et culturels. Et par définition, les artefacts étaient pensés comme des objets contre nature, en fait. L'entreprise de la sociologie et de la science politique pour Sieyès, c'était une entreprise de dénaturalisation. Il fallait montrer que les institutions établies, en fait, sont des constructions artificielles et arbitraires, et donc elles ne sont pas des choses naturelles qui nous semblent fondées comme ça de toute éternité. Et l'entreprise même de la sociologie, c'est ce procès de dénaturalisation des institutions. Et du coup, elle s'est érigée évidemment contre toute tentative de naturalisation, qui est par définition, pour la sociologie, une entreprise idéologique. En fait. Par définition, l'idéologie, ça naturalise les institutions, ça les présente comme étant intouchables, immuables, etc. Et donc, en effet, depuis ses origines, il y a une une naturophobie dans la sociologie, et ce qui peut tout à fait se comprendre. Il y a eu beaucoup d'abus au nom du naturalisme. Il y a des chercheurs qui parlent du gène de l'homosexualité, du gène du suicide, etc., qui sont bien entendu, ou du gène de l'infidélité, qui sont des absurdités. Mais du coup, cette défiance légitime les a conduits conduit des sociologues, disons, à nier tout apport potentiel de ces sciences, en fait, de ces sciences biologiques. En fait, quand on regarde sur les apports de la biologie actuelle, c'est plutôt, en tout cas comme je comprends les recherches actuelles, c'est des recherches qui mettent en avant la relation. En fait. Qu'on se penche par exemple sur l'éthologie, notamment les primates non humains, ce qu'on voit en fait, c'est que leur monde est un monde d'interaction, c'est un monde simélien en fait. Être naturaliste, c'est pas être réductionniste dans le sens que de récuser les unités de base de la sociologie, que sont notamment les règles ou les relations, mais au contraire de découvrir comment les règles et les relations, c'est des entités tellement basiques qu'on les partage même avec la société des primates non humains. Peut-être en guise de préambule, je voudrais préciser mon point de départ, d'où je viens. Et mon point de départ, c'est une sociologie de la communication et de l'interaction. C'est une perspective communicationnelle que j'ai appliquée à mon premier objet, qu'est l'opinion publique. Alors l'opinion publique, c'est un être étrange, un être du discours, au départ une fiction collective qui a émergé au XVIIIe siècle, qui s'est progressivement cristallisé après un long parcours d'élaboration culturelle, de sédimentation sémantique, de lutte politique, et s'est imposé finalement comme une entité de référence et un principe générique de gouvernement. Cette métamorphose ontologique, ce processus de figement qui a permis à une fiction discursive de devenir un objet de référence, sous-tend toutes mes réflexions. Les réflexions que je vais vous présenter aujourd'hui sur les apports potentiels du naturalisme social, que mon collègue Fabrice Clément et moi-même défendons depuis quelques années, reprennent ce couplage simélien tout en lui conférant une tournure naturaliste. Ce naturalisme social vise à mettre en évidence, côté sujet, les capacités de l'esprit et côté objet, les faits sociaux élémentaires qui meublent le monde qui nous entoure. Alors, je pense que la sociologie elle doit intégrer les apports des autres disciplines, notamment sur des objets tels que les fonctionnements cognitifs, les émotions. C'est un sujet que la sociologie a très peu traité et qui commence à être beaucoup traité par les sciences cognitives, qui deviennent du coup des sciences affectives. Et ce qu'on doit intégrer, c'est les résultats, notamment sur l'esprit, mais aussi sur les fonctionnements des processus socio-cognitifs, qui sont des processus que la sociologie n'aime pas tellement, en fait. Ce que les autres sciences nous imposent, en fait, c'est à réintégrer des résultats, notamment en psychologie sociale, sur les alignements, les synchronies, les imitations, les conformités,
tout un ensemble de thématiques que la sociologie a complètement délaissées à la psychologie sociale et comme étant des objets qui sont mauvais à penser, en fait. Tout d'abord, il faut préciser que le naturalisme est une enquête scientifique, une entreprise de connaissances qui vise à harmoniser, dans le sens de rendre compatibles, les modèles cognitifs auxquels la sociologie fait appel dans ses explications, sans pour autant payer ses traites. Une telle entreprise de connaissances n'a rien à voir en principe avec la naturalisation du social dont je parlais. Mais force bien sûr de constater que cette distinction, pourtant essentielle, n'est pas toujours préservée, tant on peut entendre des aberrations soi-disant naturalistes sur le côté inadapté des homosexuels ou sur le côté adaptatif de l'infanticide ou du viol. Ces confusions entre naturalisme et naturalisation, sens et idéologie, justifient la défiance que les sciences sociales nourrissent à l'égard d'une entreprise naturaliste. Mais alors, en quoi le naturalisme, même si l'on prend soin de le concevoir comme une entreprise de connaissances, pourrait être utile malgré tout à la sociologie? La première raison que je vais très brièvement esquisser est institutionnelle. Les sciences cognitives nous débordent et tendent à nous faire concurrence, multiplient les fonds de recherche et accaparent les impacts facteurs. Stratégiquement parlant, il me semble que la sociologie, plutôt que de se réfugier dans ces derniers retranchements, a tout intérêt à utiliser une sorte de cheval de Troie qui soit susceptible de renverser l'envahisseur de l'intérieur. Le naturalisme social, loin de renforcer la colonisation des sciences sociales par les sciences cognitives, constitue plutôt une opération impérialiste. Il s'agit de coloniser les sciences cognitives avec les objets classiques de la sociologie, notamment les relations sociales et les normes. Si une telle entreprise colonialiste me semble nécessaire, c'est aussi parce qu'un sociologue ne peut que ressentir une sorte de choc épistémique quand il voit ce que social veut dire dans les sciences cognitives. Alors je pense qu'en effet, il y a une réaction assez corporatiste en fait, de la sociologie en disant que de réagir contre la menace, notamment que représentent les sciences cognitives. Du point de vue institutionnel, les sciences cognitives elles ont beaucoup plus de fond, elles ont beaucoup plus de voix au chapitre, elles ont énormément aussi de succès institutionnel, mais aussi populaire. Et la sociologie a eu tendance à se braquer en disant, de toute façon, on n'a pas les mêmes objets. Un des exemples qui m'a surpris, c'est par exemple, il y a eu un travail qui a fait beaucoup couler d'encre sur l'hormone de la confiance, qui est l'ocytocine. Et en fait, les sociologues, à juste titre, ont réagi en disant la confiance, c'est pas ça, la confiance, c'est un concept extrêmement sophistiqué, ça n'a rien à voir avec une hormone, etc. Ce qui est juste, mais en même temps, elle s'interdit de réfléchir sur quels étaient les phénomènes en jeu en fait, dans ces découvertes. La découverte, l'expérience à laquelle je pense, c'était de montrer que quand les gens aspiraient de l'ocytocine, qui est une forme d'hormone, ils faisaient beaucoup plus confiance en fait, aux personnes qui étaient en face d'elles. En tout cas, ils coopéraient de manière beaucoup plus facile. Et donc une des questions, c'est de savoir, il y a deux manières de réagir, de dire c'est pas la confiance, on n'a rien à voir, on renonce à dialoguer, ou moi ce qui est plutôt ma tendance, c'est de se dire mais alors c'est quoi qui s'est passé dans ces expériences si c'est pas de l'ordre de la confiance. Oui, c'est exactement ça. Mon entreprise, c'est en effet d'intégrer la nature humaine comme étant fondamentalement sociale, en fait. C'est vrai qu'il y a eu une tendance depuis le XVIIIe, mais nos sociétés néolibérales, elles le font aussi, c'est de procéder à la destruction méthodique des collectifs et à poser quand même le lien social comme étant un lien facultatif, un lien contractuel, etc. Et en fait, ce lien facultatif, c'est une aberration du point de vue de notre nature, puisqu'on est des êtres fondamentalement sociaux. En fait, on a un instinct social. Les éthologues parlent d'appétence sociale qui fait que, par exemple, l'ostracisme ou l'isolement social, ça déclenche des douleurs qui activent exactement les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Donc la douleur sociale, c'est le pire pour notre nature, en fait. Alors en effet, un des modèles que remet en question les sciences cognitives, c'est cette idée de l'esprit humain comme étant une page blanche ou une cire molle, ce que montrent alors vraiment unanimement tous les travaux, notamment en psychologie du développement et en éthologie, c'est de montrer que les petits hommes, ils naissent équipés, qu'un esprit vide n'apprendrait absolument rien. En fait, ils naissent équipés pour saisir et pour entrer en relation en fait, avec autrui. Et notamment une des
une des découvertes qui a été majeure, et à juste titre, je pense, c'était le fait qu'on est équipé, on a une sensibilité à l'action et à la présence d'autrui qui est complètement automatique et inconsciente. On a notamment beaucoup parlé des neurones miroirs. Alors maintenant, on remet en question ce terme de neurone miroir, mais cette idée que quand on voit quelqu'un faire une action, on entre en résonance au point que notre zone du cerveau s'active en miroir, en fait. Ce qu'on observe, c'est comme si nous-mêmes, on agissait de la même manière. Et donc, ça a ouvert tout un champ de recherche, ce que les gens appellent le nous neuronal, en fait. Cette capacité, en fait, à entrer en phase avec autrui, à s'aligner ou à entrer en synchronie avec autrui de manière totalement automatique. Ce serait une des bases du lien social et qui montrerait, en fait, que le nous précède le je plutôt que l'inverse, en fait. On est d'abord des gens en relation et après on doit conquérir éventuellement une singularité. C'est une très bonne question. À quel moment la sociologie reprend ses droits par rapport au naturalisme, ou ce que pourraient défendre les sciences cognitives? Je pense qu'en effet, il y a le grand thème durkheimien, c'est celui quand même de la société, des faits sociaux qui s'expliquent par des faits sociaux. Je pense qu'il y a tout un ensemble de phénomènes qui ont leur propre autonomie, en fait, et qui nécessitent des explications macro-sociologiques qui font appel à des institutions, à des gros êtres, en fait. Mais en même temps, j'étais très frappée par un livre récent de Ivan Ermakov qui est sur les abdications collectives, et il prend notamment l'exemple des parlementaires allemands qui ont élu Hitler au pouvoir dans les années 30. Et là, on se dit, c'est un objet typiquement sociologique classique, c'est quelque chose qui peut s'expliquer que par des configurations extrêmement complexes, socio-historiques, de géopolitique, etc. Mais en même temps, ce que montre Ermakov, c'est qu'on ne peut pas expliquer le vote, le suicide collectif des parlementaires qui votent pour Hitler et qui lui donnent des droits, le droit d'établir des lois anticonstitutionnelles, donc ils se sacrifient, si on veut. Et donc ce que montre Ermakov, c'est qu'on ne peut pas expliquer ce vote qui a changé le cours de l'histoire, on ne peut pas l'expliquer par des grands principes idéologiques, par des grandes configurations géopolitiques, mais qu'on peut l'expliquer par des micro-alignements de conformité située, en fait, que dans une phase d'indétermination, dans un contexte extrêmement embrouillé, les parlementaires se sont rabattus, en fait, sur des alignements complètement situés, qui vient de prendre la parole, qui a plus de prestige, est-ce que je vais être d'accord avec celui qui est à côté de moi, etc. Et c'est ces micro-alignements, en fait, qui ont été décisifs. Alors, en effet, il y a une des oppositions qui est récurrente entre liberté et déterminisme, et qui me semble aussi pouvoir être reconfigurée par certains apports en sciences cognitives, mais aussi en sociologie. Je pense que l'opposition liberté et déterminisme est une fausse opposition. Plutôt que de parler en ces termes, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut poser la question en termes de ce qu'on pourrait appeler l'autorité à la première personne. Pourquoi parler d'autorité à la première personne plutôt que de liberté ou de déterminisme? C'est que, par définition, l'autorité à la première personne, elle se distingue ou se différencie des autorités d'autrui, des autorités à la deuxième personne ou des autorités à la troisième personne, etc. Et donc, la question devient un peu différente. C'est comment les individus peuvent conquérir une autorité à la première personne et se distinguer suffisamment des autres types d'autorités. Et par rapport à ça, une des pistes qui est très intéressante, qui a été ouverte par notamment des travaux en philosophie de la conscience, qui s'appelle notamment par Benjamin Libet, c'était de montrer qu'en fait on a une énorme partie de processus inconscients qui sont même tellement massifs que finalement la plupart de nos actions, elles démarrent de manière inconsciente, et quand on choisit d'agir, si on veut, c'est déjà la décision d'action, elle se contente en fait d'avaliser un processus qui a déjà été entamé dans l'inconscient. Donc ça veut dire que notre conscience, en fait, on prend acte d'un processus qui nous échappe, un processus inconscient qui nous échappe.
Mais donc ça a beaucoup fait parler, cette expérience a beaucoup fait parler d'elle, en disant mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos décisions d'action sont toujours des fausses décisions, hein, ça veut dire que notre inconscient, notre corps a décidé à notre place. Et qu'est-ce que montre Libet et quelles sont les hypothèses qu'il donne? C'est de dire, oui, ces processus inconscients démarrent en deçà de notre volonté, mais il reste un fragment laissé à l'autorité de la première personne, et ce fragment, c'est celui de ce qu'il appelle le veto. On peut bloquer, en fait, on peut bloquer une action qui est démarrée de manière inconsciente, on arrive à l'inhiber, en fait. Et donc, ce qui est assez intéressant, l'autorité de la première personne, ce serait essentiellement une autorité de veto et d'arbitrage en disant est-ce que je peux laisser continuer ce mouvement ou est-ce que je dois le bloquer. Et ce pouvoir de blocage, ce pouvoir d'inhibition, c'est quelque chose qui peut s'éduquer en fait. On voit, il y a un test, il y a un test qui s'appelle le test du marshmallow, qui est aussi extrêmement connu, où on voit que les enfants, on donne un marshmallow devant les enfants et on leur dit si vous tenez 3 minutes, vous aurez 2 marshmallows. Si vous retenez de le manger, vous en aurez 2. Et en fait, on voit que jusqu'à l'âge de 3 ans, ça, les enfants craquent, ils le mangent tout de suite, ils n'arrivent pas à inhiber, à différer, si on veut, la gratification. Progressivement, ils apprennent à inhiber. Et en fait, on voit une distribution sociale de cette inhibition. En fait, des enfants qui sont dans des classes plus populaires, ils ont plus de peine à inhiber. Donc on voit que c'est quelque chose qui est aussi un facteur d'éducation. Et il y a même des études qui montrent que les enfants qui ont bien réussi à inhiber leur désir de manger les marshmallows, en fait, ils réussissent beaucoup mieux économiquement 20 ans plus tard. Alors, je pense en effet qu'il faut prendre en compte la base biologique des comportements pour bien comprendre la société, parce que justement, la base biologique, c'est des bases aussi d'instinct, aussi d'une forme de propension. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important, de propension à l'appartenance en fait. Et ce que montre de manière extrêmement forte la psychologie, c'est que c'est nous auxquels on a tendance à rechercher, auxquels on veut absolument s'affilier. C'est des nous qui reposent sur une forme de mêmeté de principe en fait. On recherche à faire des nous avec des mêmes. Et donc ça c'est un état de fait qu'on doit prendre en compte, mais c'est un état de fait qui est extrêmement dangereux, bien entendu, parce que ça veut dire qu'on est prêt à former des collectifs par rapport à des gens qui nous ressemblent, à des gens qui nous semblent, qui nous paraissent être des semblables, et par contre qu'on est très prompt aussi à se distinguer, se différencier des personnes qui nous semblent, des dissemblables en fait. Et une des choses que montre très bien la psychologie sociale et qu'on doit intégrer en sociologie, c'est que justement ces tendances à former des nous, elle se fait par définition, par opposition à des eux. Et donc un des défis des politiques, je dirais, presque d'interventionnisme sociologique, c'est d'essayer de dilater et d'élargir le plus possible ce que semblable veut dire, en fait, pour que ce soit le semblable soit la commune humanité et que ce ne soit pas le groupe de proximité ni le groupe national. Et ça, c'est une des choses qu'il nous faut retravailler actuellement avec la montée des nationalismes. Écoutez, je pense que l'eurocentrisme, on peut le comprendre à travers de 2 dimensions. La première dimension, c'est une dimension politique, c'est-à-dire qu'on en parle d'impérialisme culturel, qu'on en parle de colonialisme culturel. Donc c'est un thème qui, depuis le début du XXe siècle, habite un peu l'imaginaire, disons, des sociétés latino-américaines, asiatiques, etc. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec le concept importé des métropoles? Voilà. Mais il y a une autre dimension, c'est une dimension plutôt théorique, c'est-à-dire comment les catégories des pensées dans les sciences sociales se sont établies et dans quelle mesure elles sont bonnes ou pas bonnes pour comprendre notre réalité contemporaine.
Il y a plusieurs exemples. Un exemple qu'on peut donner d'une façon classique, c'était la Chine. Il y a une question que les sociologues et les historiens sont posés, c'est la suivante. Pourquoi la Chine n'a pas connu le capitalisme? Pourquoi la Chine n'a pas connu des grands exploits des navigations? Et la réponse a été la réponse suivante. Parce que la Chine n'a pas connu un processus de rationalisation que les sociétés occidentales ont connu. Le problème, c'est que cette réponse, elle est fausse. Et elle a été consacrée dans des livres et dans la pensée des philosophes, des sociologues, mais c'est une réponse vraiment difficile à soutenir aujourd'hui. Ce qui était valable pour le passé, c'est-à-dire acceptable pour une compréhension du passé, s'applique, disons, à une perception contemporaine aussi. Et ça, c'est dans le domaine soit de la sociologie, de l'anthropologie, on voit beaucoup d'éléments, disons, théoriques, d'explications qui ne fonctionnent pas du tout dans le cadre d'autres sociétés. Oui, ça existe, mais je dirais que le monopole de l'interprétation sociologique occidentale, il s'est cassé. C'est-à-dire, ça c'est nouveau. La critique et le ressentisme se fait tout au long du XXe siècle, surtout avec le processus de décolonisation de plusieurs pays. C'est pas le cas d'Amérique latine parce que c'était l'indépendance de chaque pays d'Amérique latine s'est fait plutôt au XIXe siècle. Mais disons que avec le développement de la sociologie, au fur et à mesure qu'elle va s'implanter dans divers endroits, ce qui va se passer, c'est que cet eurocentrisme devient de plus en plus critiquable et de moins en moins crédible. Je donne un exemple pour ne rester pas dans un discours abstrait. Par exemple, dans l'histoire de la sociologie en particulier, on considère, disons, des thèmes qui sont importants dans la constitution de cette sociologie à la fin du XIXe siècle en France, en Allemagne et aux États-Unis. Par exemple, des thèmes sur l'industrialisation, des thèmes sur les grandes métropoles. Bon, si on prend le cas du Brésil en particulier, ça, c'est pas les grands thèmes. Quels sont les grands thèmes? La culture populaire et le métissage. Parce que le Brésil, c'est un pays au XIXe siècle qui a un empire, c'est pas un empire, c'est un royaume, mais on l'appelle empire. À la fin du XIXe, il y a l'abolition de l'esclavage, et puis tout ensuite la proclamation de la République. Donc ces changements politiques et ces changements au niveau, disons, du statut de la population posent un problème de métissage, disons, de toute cette population, des Indiens, des Noirs et des nouveaux immigrants qui arrivent. Donc cela, ce sont des thèmes, disons, très importants pour nous, mais ce ne sont pas des thèmes classiques pour les classiques de la sociologie. Aujourd'hui, on pourrait dire, par exemple, voilà, ce sont deux thèmes différents. Mais à l'époque, on disait, il y a une hiérarchie. Les thèmes classiques sont dans une position supérieure aux thèmes inférieurs qui sont locaux. Voilà, l'eurocentrisme se manifestait dans ce genre-là. Aujourd'hui, je dirais que cette position est très, non seulement critiquée, mais je pense que matériellement, elle perd de plus en plus force. Il y a encore, évidemment, parce qu'il y a une histoire de tout cela, il y a encore une division de travail. La division de travail, la réflexion théorique fait partie des pays qui ont inventé la sociologie, France, Allemagne, États-Unis. La réflexion pratique, le travail pratique peut se faire n'importe où, en Asie, en Afrique, au Brésil, et même dans des pays, disons, dits développés. Cette division de travail entre théorie, réflexion théorique et travail empirique, je pense qu'elle reste encore, mais elle est vraiment fondée dans une perspective très eurocentrique. Le recentisme théorique avait une explication du monde. Là, dans le cas de la langue anglaise, c'est-à-dire on a une position de force parce qu'on écrit en anglais et on est lu en anglais. Cela pose plusieurs problèmes.
D'abord, on passe à confondre l'universel avec la langue anglaise. Tout ce qui est dit en anglais. Deuxième chose, c'est que on peut être provincial en anglais. On peut être globalement provincial en anglais. C'est-à-dire, comme on ne parle qu'anglais, on ne lit qu'en anglais, c'est-à-dire on n'arrive pas à avoir la richesse du contexte linguistique des autres formes d'idiomes. Voilà. C'est paradoxal. Hein? Si d'un côté, il y a la langue qui hiérarchise les autres, cette même langue peut nous conduire, surtout dans le cadre intellectuel, à un provincialisme global. C'est une nouvelle imposition de notre temps. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cadres-là? Je pourrais dire non, je ne vais pas parler anglais, mais si je ne parle pas anglais, je suis un illettré de la modernité monde. Il faut apprendre l'anglais. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je crois que la meilleure façon, c'est de ne pas acheter cette idée qui, si on parle anglais ou si on lit en anglais, on est dans l'universel. Il faut tout simplement dire on est dans un domaine d'une langue, que c'est une langue riche, importante, mais qui n'est pas du tout l'universel, c'est une langue.